Bonjour à toutes et à tous et merci de nous accompagner dans cette nouvelle invitation au voyage. Pas besoin de faire votre valise, on vous kidnappe tel que vous êtes pour une virée en 3 étapes. Et aujourd'hui, on va découvrir Quimper avec les yeux d'un peintre. Il est aussi poète, il s'est lié d'amitié avec Picasso, Apollinaire, Christian Dior ou Charles Trenet. Son destin est incroyable. Il s'appelle Max Jacob. Dans la Bretagne de son enfance, on lui a raconté beaucoup d'histoires et de légendes. Eh bien, il va épuiser ce qui va faire de lui l'un des artistes les plus en vue de son époque. Après le fleuve Audet, nous remonterons la rivière Cumberland jusqu'à Nashville. Un voyage que les premiers colons ont entrepris au son du violon. À travers leur périple, nous allons revivre les débuts de la country. 3 accords seulement, mais qui font partie aujourd'hui de l'identité des États-Unis. Et puis, on ira à la pêche, dans l'archipel de Bahreïn. On trouve là-bas les perles parmi les plus chères du monde. De quoi conquérir le cœur d'une reine. Et en plus, un Français a réussi. Je vous raconterai son histoire dans l'incontournable. Allez, sans plus tarder, invitation voyage, c'est parti. Pour notre première étape, nous allons donc à Quimper. Au 8 rue du Parc, dans une toute petite chambre d'un peu plus de 3 mètres carrés, est né un immense talent, celui du poète Max Jacob. Breton, juif et catholique, tout à la fois. Quimper, capitale de la Cornouaille armoricaine, trône tranquille à la pointe de la Bretagne sur l'estuaire de l'Audet. Les flèches de sa cathédrale gothique marquent l'horizon et protègent Gradelon, roi légendaire du Moyen-Âge, chevauchant son fier destrier nommé Morvar. En terre quimpéroise, les légendes et le sacré sont toujours intimement liés. C'est dans cette ville pétrie de celtitude que s'établit la famille de Max Jacob, poète, romancier, peintre, artiste total, ami de Picasso et de Cocteau. Sa vie et son œuvre ne font qu'un, sa ville et son écriture sont une. Les vers libres de ses poèmes, dont le recueil Le Cornet à dés, sont l'écho de sa Bretagne natale. Quimper, sa rivière, ses traditions et la ferveur bretonne furent une source d'inspiration inépuisable pour celui qui sera l'un des précurseurs de la poésie surréaliste. Le sensible Max Jacob aimait tant arpenter sa ville qu'il considérait comme l'une des plus sympathiques de l'univers qu'il fut surnommé le piéton de Quimper. Gentil Quimper, le nid de mon enfance, de lierre, ormeaux, roches tout tapissées. Mais Quimper est une ville où il y a énormément de ces fleurs-là. Les camélias sont des plantes qui sont venues du Japon par les marins et elles ont essaimé dans toute la Bretagne. Les Jacob, venus d'Allemagne au XIXe siècle, sont l'une des seules familles juives de la ville. Ils possèdent une boutique de confection et d'antiquités typiquement finistérienne et en ont adopté les coutumes. Au cœur du centre historique de Quimper, le jeune Max Jacob s'imprègne de cette culture bretonne omniprésente. On peut tout à fait l'imaginer courant vers l'école ou redescendant avec le flot de jeunes, toute cette agitation qu'il y avait dans les rues de Quimper à l'époque. De la place au beurre, en passant par la rue des Boucheries, Max admire les maisons à pans de bois et les solides logis en granit, témoins des siècles passés. On a gardé les noms bretons, comme par exemple Abarskadiou, qui est un vieux barde. On a essayé quand même de garder ces racines-là, c'est vraiment important. Au fil des ruelles, plongeant vers les rivières du Ster et de l'Audet, voici la rue du Parc, lieu à la mode du Quimper de la fin du XIXe siècle, avec son café de l'Épée et la maison où a vécu Max Jacob. Cet ancien atelier de confection est devenu un café culturel très prisé par les Quimpérois. C'est ici que Max grandit, parmi les tailleurs et les brodeurs finistériens employés par son grand-père Samuel, grand admirateur du savoir-faire local. Les Jacob avaient sans doute créé une émulation au niveau des vêtements. Les gens venaient de Vannes, venaient de Saint-Brieuc pour faire leurs courses vestimentaires sur Quimper.
Sous les yeux émerveillés du jeune Max, les brodeurs travaillent, parlant et chantant en breton. Le rythme de cette langue, dont il perçoit les résonances poétiques, lui inspireront son premier ouvrage, intitulé « La Côte, recueil de chants celtiques ». C'est un lieu plein de vie, plein de chansons, plein de contes. Les brodeurs étaient des conteurs. Ça faisait partie de leur fonction sociale. Probablement que Max s'est imprégné de toute cette culture aussi bretonne. À l'étage, Max aime se pencher au balcon et admirer les processions religieuses qui deviendront l'un des sujets de ses tableaux. Car le poète est un artiste multiple. Il écrit romans, essais, il dessine et il peint. Enfant, par la fenêtre de sa chambre, le jeune juif aimait aussi contempler en secret les flèches de la cathédrale Saint-Corentin. J'écris nos deux clochers en lettres majuscules, fleuries, enrubannées, pleines de cris d'oiseaux. Au flanc de cette cathédrale, le palais épiscopal et les vestiges des remparts rappellent que Quimper au XVIe siècle était une ville close. La cathédrale en était l'épicentre, elle en demeure aujourd'hui le phare protecteur. Il faut imaginer certainement Max rentrer dans ce grand édifice et être impressionné par les volumes déjà, la luminosité. Il faut savoir qu'il est de confession juive. Alors ses parents ne pratiquent pas réellement, mais lui ne peut pas venir, comme ses petits camarades de son collège, aux grandes messes. On sait qu'il est très impressionné par les grandes fêtes Dieu, les grandes processions. Son saint fondateur corentin veille sur l'édifice qui possède deux particularités. Une déviation singulière entre la nef et son chœur, et un curieux saint noir, vénéré depuis le XIVe siècle pour sa bonté. Santig Du, qui tient un véritable pain dans sa paume. Après 2 visions christiques, Max Jacob se convertira en 1909 au catholicisme. Il a tout juste 33 ans. On sait qu'il chantait des cantiques très forts, qu'il priait à genoux, qu'il faisait le tour du déambulatoire à genoux. Des fois, il se couchait à même les dalles de granit. Ô toi, agenouillé sur les prés de l'église, regarde un peu où tes crimes te conduisent, devant un Dieu si bon, si puissant et si beau. Regarde tes méfaits et ta vie de sabot. Alors il y a tout en fait dans cette petite phrase. On a le côté mystique, très important donc chez Max, le côté religieux évidemment, dû à sa conversion, et puis certainement le sabot, c'est la Bretagne. Cette inspiration religieuse, mêlée des vocations bretonnes, contribue à la singularité de l'écriture surréaliste de Max Jacob. Parfois, Max quitte le centre-ville pour gagner une autre église dans le quartier de Locmaria, plus au sud. C'est depuis toujours un lieu emblématique de la capitale de la Cornouaille, avec son jardin du prieuré, devenu lieu de promenade privilégié des Quimpérois. Locmaria est à la fois le site d'implantation de la ville primitive de Quimper au 1er siècle après Jésus-Christ et le quartier portuaire de ses célèbres faïenceries qui firent sa fortune au XVIIIe siècle. Sur le disque éclatant de l'audet élargi, j'aimais apercevoir, entre les doigts des arbres, les joues du grand voilier, dorées par le soleil. Pour Max Jacob, la rivière de l'Audet est comme une ligne sur laquelle il pose ses mots. Son imaginaire navigue au gré de ses promenades. Il arpente sa ville tout en inventant de nouvelles fulgurances poétiques et aime traverser au cours de sa balade les multiples passerelles de Quimper. L'une d'entre elles lui rend hommage et offre aux passants des extraits de ses poèmes. Un pan de ciel bleu, un peu de fumée, comme un duvet de cygne, des anges en voyage. Au pied de la passerelle qui porte son nom, un portrait de Max Jacob par son ami Modigliani.
Modigliani et Mock Jacob étaient très liés. C'était une bande avec Picasso. Ses amitiés avec les peintres Picasso et Modigliani et ses liens privilégiés avec les poètes Apollinaire et Reverdy placent Max Jacob au cœur des débats esthétiques de l'époque. L'artiste quimpérois est considéré par beaucoup comme le précurseur du mouvement du surréalisme, même s'il n'y adhère pas. Et si Max est souvent à Paris, il revient sans cesse dans sa ville natale, où il trouve toujours une nouvelle source d'inspiration, comme celle du terrain Bouchabal, où un théâtre doit être construit. À l'emplacement du théâtre, il y avait à l'origine un verger de pommiers que Max Jacob adorait. Et il a très mal vécu la construction du théâtre parce qu'il a fallu détruire tout ce verger. Contrarié et critique, Max Jacob profite de son roman « Le terrain Bouchabal » pour railler la bourgeoisie locale qui s'agite autour de la construction de l'édifice. Max Jacob aussi était un très grand caricaturiste, un moraliste. Ce qui fait qu'il a égratigné les notables, il a tourné en dérision les ridicules des petites gens. Mais c'est pas forcément méchant, il y a une forme de tendresse aussi, une tendresse de pitié. Comble de l'ironie, ce théâtre porte désormais son nom et son jardin est devenu l'un des plus jolis de Quimper. Pour fuir les colères quimpéroises et profiter des plaisirs du bord de mer, Max Jacob s'échappe souvent à Tréboul, un des quartiers balnéaires de Douarnenez. Ce port de pêche et ses plages deviennent au XIXe siècle un lieu privilégié pour certains artistes en quête de quiétude. Quelquefois, je ne sais quelle clarté nous faisait entrevoir le sommet d'une vague. Ici, il peut être un être complet. À la fois l'artiste fantasque au monocle et nœud papillon, homosexuel assumé et souriant, mais aussi le juif mystique épris de Dieu et de ses saints. Une sculpture aux deux visages lui rend hommage, près de son havre de paix, l'hôtel Timade, où il séjourne régulièrement. Eh bien, Timade, tout simplement, c'était le paradis de Max Jacob. Je pense que c'était le seul endroit où il a vraiment été heureux. Il était avec des amis qu'il aimait, qu'il admirait et qui le désiraient aussi. Mais ça a vraiment été son paradis. Max fait venir en cette Bretagne lointaine d'autres précieux amis. Christian Dior, Charles Trenet, Jean Cocteau. Il a toujours voulu partager avec les gens qu'il aimait ce que lui aimait. Et effectivement, c'était un ambassadeur merveilleux. Artiste surréaliste, breton de naissance, catholique de confession, homosexuel aux amis illustres, Max Jacob est un être complexe. Mais en 1944, il sera avant tout un juif pour l'occupant nazi. Quimper est envahi dès juin 1940 par la Wehrmacht, mais il ne renonce pas à s'y rendre pour autant. Pressentant sans doute son arrestation, il y fera une dernière promenade le long de l'Odet, avec son filleul Jean Tuzet, comme un adieu à sa ville natale. La dernière fois que Max Jacob est venu à Quimper, on a vu qu'il portait l'étoile jaune. Il ne l'avait jamais portée avant, mais là, c'était devenu obligatoire. Alors, il y avait une étoile jaune sur un long par-dessus noir, vous savez. C'était pendant l'occupation, donc il y avait des Allemands, c'était bourré d'Allemands qui circulaient à droite et à gauche et qui nous voyaient, nous, accompagnant un juif. Hein? Ça aurait pu nous faire mettre en tôle tout de suite par eux. Et alors, on progressait. Max Jacob pleurait. Max Jacob sera arrêté et interné au camp de Drancy en 1944. Et il y mourra à 67 ans, loin de sa Bretagne chérie. Ces paysages-là, je voudrais y vivre à jamais, sans cesser de les contempler en présence des anges et des saints. Cher pays, où mon cœur n'a jamais cessé de vivre depuis 60 années. Si vous passez dans la région, vous pouvez vous rendre dans l'ancien atelier de ses parents. On y organise des soirées poésie. Il est même possible de visiter son appartement. Cette Bretagne mystérieuse est aussi le décor d'une série policière qui fait un tabac en Allemagne. Les enquêtes du commissaire Dupin. C'est l'encadré de Thomas Chauvineau.
Berlin-Concarneau, 1600 km de distance, et pourtant, ils sont de plus en plus nombreux, les Allemands, à faire le trajet jusque dans le pays natal de l'écrivain touche-à-tout Max Jacob. Mais pourquoi cet attrait croissant pour la Bretagne? Pour aller sur les traces du commissaire Dupin, gros succès littéraire en Allemagne, plus de 3 millions d'exemplaires vendus, traduits dans une trentaine de langues. Pour un livre en allemand, c'est plus qu'honorable. Adapté à la télé, la série est aussi un succès. 5 millions de téléspectateurs suivent les enquêtes du commissaire Dupin. Georges Dupin, c'est Derrick qui aurait croisé la fée marraine de Cendrillon. Et en un coup de baguette magique, il est devenu beau gosse et enquête désormais devant l'océan Atlantique. C'est quand même plus sympa que le Wuppertal de Horst Tapper. Pont-Aven, les Glénans, Guérande, Riec-sur-Belon. À Concarneau, les fans allemands viennent même jusque dans le restaurant préféré du policier, l'Amiral, où avec un bon coup de fourchette, on peut s'enfiler son plat préféré, l'entrecôte du commissaire Dupin. Notons au passage que Georges Simenon, lui aussi, s'est servi de ce resto pour l'un de ses romans. Résultat, la fréquentation allemande a augmenté ici. L'Office régional du tourisme a même créé une page dédiée sur son site mentionnant les lieux où le commissaire promène sa silhouette et des autocollants en allemand, ici, lieu Dupin. Alors, la Bretagne dit merci. Merci qui? Merci le père du commissaire Dupin, c'est lui. Son nom de plume, Jean-Luc Banalek, un patronyme à la bretonne qui cache en vérité un Allemand de Francfort. Jörg Bong est un éditeur tombé amoureux de la Bretagne dans les années 80. En Allemagne, il publie entre autres Thomas Mann ou Kafka, mais aussi les Français Anna Gavalda ou Édouard Louis. Et en Bretagne, il écrit. Déjà 7 tomes à son actif, des enquêtes à énigmes pour les cerveaux plus que pour les gros bras. Jörg Bong raconte la Bretagne qu'il aime, celle des villages en granit, comme quoi c'est dans les vieilles pierres qu'on fait les meilleurs polars. Rendez-vous à Bahreïn dans un instant. Prévoyez tuba et palme, on va pêcher des huîtres. Avec à la clé, qui sait, la plus belle perle du monde. L'un des plus grands joailliers français n'a pas hésité à se jeter à l'eau pour la trouver. Évidemment, c'était pour les beaux yeux d'une femme. Pas n'importe laquelle, je vous en dirai plus dans l'incontournable. Mais avant, direction Nashville, Tennessee. C'est un lieu de pèlerinage pour les musiciens du monde entier. Le pays de Johnny Cash et de la country. Alors on l'associe souvent au banjo et au chapeau de cow-boy, mais vous allez voir que cette musique, c'est bien plus que cela. La country, c'est un bout de l'Amérique. Sur la rivière Cumberland, la capitale du Tennessee résonne au son vibrant des guitares. Nashville, une ville de légende, façonnée par les rêves et les chants de ces pèlerins musiciens, est devenue au fil des siècles l'ambassadrice d'un son mythique aux États-Unis, la musique country. La musique country, c'est 3 ou 4 accords sur une guitare et la vérité. C'est ça la musique country. Une vérité qui dévoile le cœur de l'Amérique. Mélodie d'origine paysanne, la country porte encore en elle les traces des pionniers britanniques, les souvenirs d'une Amérique rurale et les cicatrices profondes des esclaves noirs. Depuis les splendides demeures des planteurs de coton, des salles de concert historiques et jusqu'aux studios mythiques, voici l'histoire d'une nation unie par la musique à la poursuite du rêve américain. C'est sur la rivière Cumberland, l'un des bras du Mississippi, devenu la plus importante voie navigable du sud des États-Unis, que l'histoire de Nashville commence. Un voyage aux origines de la country, il y a plus de 2 siècles. À la fin du XVIIIe siècle, ces rives sauvages appartiennent à la couronne d'Angleterre. La rivière et le paysage n'ont pas changé depuis la fin des années 1700 quand les pionniers sont arrivés. Ce sont les mêmes arbres et les mêmes collines.
Ces pionniers sont des familles protestantes presbytériennes venues d'Angleterre, d'Écosse et d'Irlande qui fuient la misère et les archers du roi. En quête d'une vie meilleure, le Tennessee, terre fertile, semble être alors un Éden propice à la survie de leur communauté. Les premiers pionniers n'ont pas apporté grand-chose, juste le nécessaire. Mais ils ont apporté leur violon, car un violon est petit, facile à transporter et extrêmement divertissant. Un violoniste qui connaissait beaucoup de chansons avait une vraie plus-value dans une communauté. À l'époque, tout est à construire. Les pionniers travaillent la terre, bâtissent 6 jours sur 7, du lever au coucher du soleil. À la nuit tombée, les rires, les talons qui claquent et les violons résonnent dans les maisons. Nationalistes, conservatrices, leur musique est fondée sur les valeurs essentielles. La famille, Dieu, la morale et surtout leur foi en l'esprit d'entreprise. C'était une soupape émotionnelle pour eux. Les danses paysannes, leur façon de se divertir, c'était toujours avec un gars et un violon, et généralement du whisky. Ils aimaient boire un petit verre pour tenir. Plus le public buvait, plus il appréciait la musique. Quand le Tennessee entre dans l'Union américaine en 1796, ce folklore musical cimente la communauté de cette nouvelle Amérique blanche et rurale. Une Amérique qui s'enrichit à toute vitesse grâce aux plantations de blé et de coton. À 5 km au sud de la rivière, on peut encore admirer les splendides demeures des riches planteurs blancs de Nashville. Nouvelle plaque tournante de commerce, Nashville devient en 1843 la capitale du Tennessee et fait venir des milliers d'esclaves d'Afrique, main-d'œuvre gratuite et corvéable à merci. Je me trouve devant la Belmont Mansion, construite dans les années 1850. Il fut un temps où tout ce domaine était une plantation appartenant à Madame Adelicia Acklen. Elle était très riche, probablement la femme la plus riche d'Amérique à l'époque. La Belmont Mansion était antebellum, ce qui veut dire qu'elle date d'avant la guerre de sécession et qu'elle est fortement influencée par l'architecture grecque. Ces maisons antebellum étaient particulièrement appréciées dans le sud et le sud profond, et encore plus dans les plantations. Une architecture qui emprunte les codes des plus grands empires et qui étale la fortune bâtie sur le dos des esclaves noirs. Elle vaudra à Nashville le surnom d'Athènes du Sud. Ici, dans leurs vastes jardins et maisons, les planteurs organisent de grandes fêtes en musique. Une musique qui, le temps d'une soirée, unit les blancs et les noirs, les riches et les opprimés. Quand les planteurs organisaient des fêtes, l'esclave violoniste était là. Ce qui rendait la musique noire et la musique blanche très similaires, c'était qu'ils jouaient des mêmes instruments et parfois les mêmes chansons. Ce qui les a séparés, c'est que le vécu des Noirs a mené au blues et le vécu des Blancs a mené à ce qui est aujourd'hui connu comme la musique country. Cette musique, jouée par les Blancs, qu'on appelle alors « hillbilly music », littéralement la musique des paysans, va acquérir ses lettres de noblesse dans un endroit inattendu et conquérir le reste de l'Amérique. À 3 km de la Belmont Mansion, en plein centre-ville, une église spectaculaire, une des plus anciennes de la ville, se dresse vers le ciel. Le Ryman Auditorium est à l'origine un ancien lieu de culte construit en 1892 par Thomas Ryman, un riche homme d'affaires de Nashville. Nous nous trouvons ici sur la place de l'église mère de la musique country. Elle a servi pendant des années de lieu de rassemblement et elle est connue pour être devenue une des meilleures salles de concert au monde. C'est au cœur de l'église
Dans cette salle, que se retrouvent les fidèles pour prier et chanter, notamment du gospel. Son acoustique en fait un lieu de musique exceptionnel. Et c'est une femme qui va définitivement transformer cette ancienne église en salle de concert. À partir de 1913, 7 ans avant que le droit de vote des femmes ne soit obtenu dans le Tennessee, Lula Naff dirige le Ryman Auditorium. C'est encore elle qui accueille en 1943, et pendant plus de 31 ans, la plus ancienne émission de radio du pays, entièrement dédiée à la musique hillbilly, le Grand Ole Opry. Lula aimait l'opéra, le théâtre, le ballet, et elle n'était pas très fan de cette musique hillbilly. Mais pour elle, cette opportunité lui assurait d'avoir la salle remplie tous les samedis soirs. C'est durant cette période que nous sommes devenus l'église mère de la musique country. Les guitares, banjos, accordéons, qui accompagnent désormais les violons des hillbillies, font fureur au Ryman Auditorium. Le Grand Ole Opry est diffusé en direct chaque samedi et suivi par des millions d'Américains dans tout le pays. Un succès phénoménal qui va bouleverser Nashville et la propulser au rang de capitale mondiale de ce qu'on appellera bientôt la musique country. À 2 km à l'ouest du Ryman Auditorium, voici le quartier de Music Row, littéralement le couloir de la musique. C'est ici, à côté des maisons au style colonial, que vont naître les plus célèbres studios d'enregistrement de la ville. À partir des années 50, la musique s'industrialise et on expérimente de nouveaux sons. C'est la naissance de la country. Une des choses qui était très importante dans les années 1950 et 1960, et d'ailleurs certaines paroles de chansons le disent, c'était qu'un vrai chanteur de country devait jouer sur une guitare Martin, conduire une Cadillac et porter un costume manuel. Vous voyez ce que je veux dire? C'était le style. Il est loin le temps du hillbilly et des danses paysannes. Le chanteur de country est désormais un héros, un modèle d'artiste accompli et de réussite à l'américaine. C'est ici que la country de Nashville a été créée. Vous aviez la section rythmique, la basse, les percussions, la guitare, le piano, mais vous aviez aussi des instruments à cordes pour ajouter cet effet symphonie. Patsy Cline, Dolly Parton, Jim Reeves, autant d'artistes qui sont tous passés dans un lieu aujourd'hui mythique, le RCA Studio B, un des tout premiers studios d'enregistrement de Music Row, construit en 1957. Pendant 20 ans, un homme visionnaire, Chet Atkins, roi du picking et guitariste prolifique, prend les rênes du RCA Studio B et enregistre dans ce temple du son des centaines de chansons au succès mondial. Aujourd'hui, le cœur de la capitale mondiale de la country bat toujours à Nashville. Sur Broadway, un défilé d'enseignes lumineuses invite à passer la porte des honky tonk, ces bars où les groupes de country viennent jouer en live. Damien Horn, un musicien local, se produit chaque semaine dans les honky tonk de la ville. Sa signature, un savant mélange de country et de soul. Ce qui rend Broadway et Nashville si uniques, c'est le fait que de très bons musiciens du monde entier viennent ici pour réaliser leur rêve de devenir une légende. Une musique country loin de l'image que l'on peut se faire du cow-boy blanc, bottes de cuir et guitare sur le dos. À partir des années 70, un vent de contestation sociale souffle sur l'Amérique. C'est alors que la outlaw country, littéralement la country des hors-la-loi, voit le jour
rebelle et plus sombre. Elle est notamment incarnée par l'homme en noir, l'insoumis Johnny Cash. La musique country, c'est la voix du peuple. La plupart des gens ici sont des ouvriers col bleu qui travaillent tous les jours. Et cette musique représente la majorité du peuple américain. Ceux qui travaillent dur, jour après jour, à la poursuite du rêve américain. C'est là-dessus que la musique country est fondée. Un rêve américain qui se poursuit à Nashville. Avec 180 salles de concert dans la ville, la relève est assurée. À Nashville, en plus des concerts dans les honky-tonks, ne ratez pas le musée Johnny Cash, ni la visite du label de Jack White, l'un des producteurs de rock les plus innovants du moment. Là-bas, vous pourrez enregistrer votre chanson sur un vinyle dans une cabine d'enregistrement pour une poignée de dollars. Ou pour quelques perles si vous faites comme nous un voyage à Bahreïn. Au fond de l'eau, il y a des oursins, mais il y a surtout des huîtres perlières. Ce trésor millénaire, un Français est allé le chercher pour conquérir une femme. Est-ce qu'il a réussi? Eh bien, regardez, c'est l'incontournable. Situé dans le golfe arabique, à l'ouest du Qatar et à l'est de l'Arabie, le royaume de Bahreïn est un archipel de 33 îles, dont les villes principales sont Manama, la capitale, et Muharraq, la cité historique. Entre ultramodernité et vestiges du passé, cet État offre une activité insolite aux 10 millions de touristes qui viennent chaque année. La pêche à la perle. Les perles sont ici réputées pour leur lustre exceptionnel. Un éclat qu'elles doivent aux eaux salées de Bahreïn, où jaillissent de nombreuses sources d'eau douce. C'est de ce mélange que naîtrait leur brillant inégalé. Délaissées dans les années 30, suite à la création de perles de culture au Japon et à la découverte du pétrole dans le Golfe, les activités perlières ont aujourd'hui retrouvé leur lettre de noblesse. Les touristes se pressent sur la baie de Muharraq. À pied ou en bateau, en apnée ou avec des bouteilles, ils s'aventurent dans les fonds marins bahreïnis à la découverte de cette pépite des mers. Incontournable baie de Muharraq qui cache une toute autre histoire. Celle d'un joaillier français qui décide au début du XXe siècle de lui-même chasser les perles à Bahreïn pour séduire l'une des monarchies les plus puissantes de l'époque. Face à la baie, retour sur ce voyage mystique avec Abbas Al-Faraj, guide et pêcheur de perles. En 1911, à Bahreïn et dans le Golfe, tout tourne autour de la pêche à la perle. C'est le principal artisanat. Toute l'économie repose sur la perle. Avec la colonie britannique, un commerce régulier par bateau s'est installé entre Bombay et l'Angleterre via Bahreïn. Ainsi, les bateaux marchands qui venaient de la péninsule indienne connaissaient nos perles, et leur légende s'est étendue jusqu'en Europe. Quand le joaillier français Jacques Cartier entend dire qu'il est un royaume où les perles sont reines, il décide de se rendre lui-même à Bahreïn. Il n'a alors pourtant plus rien à prouver. Cartier sert plusieurs têtes couronnées, il a été surnommé joaillier des rois, roi des joailliers, et Jacques est déjà au service de la famille royale d'Angleterre. Est-ce pour ne pas décevoir sa reine ou pour la surprendre? Toujours est-il qu'il embarque en 1911 pour une longue expédition. Il est arrivé le 14 mars 1911. À son arrivée, un marchand célèbre, Mouchbil Al-Douker, lui a fait visiter le souk de Manama. Il l'a présenté aux hommes les plus importants de Bahreïn, ainsi qu'à des marchands. Et il lui a prêté une maison à Manama. Jacques Cartier examine la marchandise. Des perles naturellement blanches, dorées ou encore roses, mais aussi la dana, une perle dont on dit qu'elle a la couleur, la forme et le lustre parfait. Il est curieux de découvrir d'où proviennent ces bijoux des mers. Il veut comprendre leur spécificité.
Il décide alors d'embarquer avec les pêcheurs. Les bateaux qu'ils utilisaient s'appellent Janggi et Boom et sont spécifiques à la pêche à la perle. Ils transportent 25 à 45 plongeurs. Les gens du bateau lui ont montré comment plonger, comment récupérer de l'eau douce en pleine mer. Il repérait une source au fond de l'eau, réussissait à la puiser et à la faire remonter à la surface. Jacques Cartier découvre l'équipement sommaire des pêcheurs. Une pince sur le nez et un poids pour couler. Leurs conditions de travail sont extrêmement rudes. Ils partent de longs mois en mer, sont sujets aux accidents de décompression. Ils sont enclins à se blesser avec les coraux ou les oursins. L'eau salée leur brûle les yeux, à tel point que certains en perdent la vue. Pour qu'ils ne quittent pas le navire, chanteurs ou musiciens trouvent parfois leur place sur l'embarcation. Les chansons, c'était pour leur donner du courage, leur rappeler les aventures de leurs ancêtres qui travaillaient dur, pour penser à ceux qui les attendaient à la maison. Cela les encourageait pour plonger. S'ils étaient malades, fatigués, voulaient rentrer, ces chansons leur donnaient du baume au cœur. On ne faisait pas que chanter, on dansait, on s'amusait, on faisait la fête. À l'arabe, bien sûr. Ce voyage extraordinaire est un succès pour Jacques Cartier. Il présente ses perles à la reine et la tradition veut que depuis, les reines d'Angleterre complètent leur sautoir avec des perles bahreïnies. Leur succès dépasse rapidement les frontières britanniques. Elles séduisent entre autres la princesse Marie Bonaparte de France, la reine Maria de Roumanie, la reine Victoria Eugenia d'Espagne ou encore le Maharaja Patiala Bhupinder Singh. Alors si vous avez un jour la chance de plonger dans les eaux bahreïnies, n'oubliez pas que sur les 60 huîtres que vous êtes autorisés à pêcher, se trouve peut-être la perle qui fera de vous un roi ou une reine. Albert Londres a écrit un livre sur la vie de ces pêcheurs de perles, sur la vie de ces hommes, mais aussi sur la région. Il l'a appelé tout simplement « Pêcheurs de perles ». Et c'est ainsi que s'achève notre invitation au voyage aujourd'hui. On se retrouve dès maintenant sur les réseaux sociaux et comme vous le faites de plus en plus, n'hésitez pas à partager avec nous vos propres anecdotes de voyage, que ce soit à Quimper, à Bahreïn ou à Nashville. On se retrouve demain pour 3 nouveaux départs. Bis bald.